Et ça, c'est un vrai truc très, très, très important. Le sentiment d'appartenance. Regarde, je fais partie de cette communauté. Et surtout, comme tu disais toi aussi, cette forme de hiérarchie aussi dans la communauté. J'étais là avant, les gars. Regardez, moi j'avais ça. Et donc, l'image que ça va donner de moi auprès des autres. Pas un rageux, mais là, il était rageux dans le sens où, putain, mec, j'étais là avant les 10K. J'avais envie que tout le monde le sache, quoi. Ne me traitez pas comme un mec normal. J'étais là avant les 10K, les gars, merde. En général, en banlieue, pour avoir grandi en banlieue, il y a cette notion aussi où on est souvent dans des business où on a besoin de vivre. C'est-à-dire il faut que le business très rapidement puisse être rentable pour me permettre de payer mon loyer, d'aider la famille, de faire toutes ces choses-là. On a besoin, c'est comme ça depuis toujours, on a besoin de montrer aux autres. Et toi, rageux ou pas, si tu es rageux, c'est parce que tu as envie de montrer aux autres que en fait toi tu es rageux, que tu vas à contre-courant. Tu veux aussi montrer quelque chose. Et c'est bien là la preuve que tu es en train de prouver que ce que tu dis, en fait c'est faux. Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Bienvenue Ryan. Merci. Comment très tu vas? Magnifique ici, j'adore. Top, c'est un plaisir. On essaye de créer l'expérience. Moi, je suis fan de ça, cette notion de créer l'expérience. Du coup, c'est réussi. Pour le moment en tout cas. Non, pour le moment, ça va. Ok, top. Très très bien accueilli. J'ai eu mes pommes, j'ai eu ma petite Volvic fraise. Franchement, on peut pas rêver mieux. Merci beaucoup. Parfait. Du coup, sans plus tarder, je vais te laisser l'opportunité de te présenter à notre public. Comment est-ce que tu veux qu'ils puissent te connaître? C'est un peu ce que je te disais aussi un peu avant. C'est que c'est... moi je suis un gars normal, un peu comme tout le monde. Je me prends pas pour qui je ne suis pas. Tu sais, comme souvent il y a des gens ils se prennent pour je sais pas qui. Moi je suis né dans une petite ville qui s'appelle Carré-le-Rouet en France, dans le sud de la France. Je précise en France parce que inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Mais pour la petite anecdote, c'est la ville où réside Jean-Pierre Foucault. Voilà. Ok, d'accord. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Ok, célébrité. La célébrité du TX, tu vois. Mais aussi Nina Simone. Je ne sais pas si tu connais Nina Simone. Ouais. Mais Nina Simone a fini sa vie à Carré-le-Rouet. Ok. Ouais. Voilà, tellement elle est tombée amoureuse de la ville. Okay. Et Fernandel, bon voilà. Et du coup, c'était son dernier mot. Exactement. C'était son dernier mot pour le coup. Belle blague. Non, mais voilà. Mais donc du coup, c'est dire, voilà, il y a quand même quelques trucs intéressants quand même qui s'y sont passés. Okay. Et donc moi, je suis né dans cette ville-là. J'ai grandi dans cette ville-là. C'est vraiment ma ville. C'est chez moi. Mais moi, le week-end, j'allais pas mal aussi. Donc en fait, c'est un peu cette double vie. Tu vois, Carré-le-Rouet, c'est une ville où il y a pas mal de gens aisés. Tu vois. Donc voilà, des gens vraiment, tu vois, par exemple, il y a pas mal de gagnants au loto, tu vois, qui sont venus. Tu vois. C'est une ville vraiment, où il fait bon vivre, c'est une ville aisée. Ouais. D'accord. Non, c'est vraiment une ville, voilà. D'accord. Et donc voilà, moi j'ai eu cette chance de grandir là-bas. Pourquoi cette chance? Parce que moi je suis issu d'une famille qui n'est pas aisée, mais voilà, j'ai eu la chance quand même de pouvoir grandir là-bas. Et donc de parents, d'une mère algérienne et d'un père tunisien. Mère française, mais d'origine algérienne, et mon père tunisien, tu vois. Et donc en fait, grâce à ça, j'ai eu des expériences de malade dans le sens où, plus petit, moi j'allais au bled, donc en Tunisie, tu vois. Ouais. Et en Tunisie, en plus, c'était le quartier en Tunisie, tu vois. D'accord. Mais vraiment, je n'échangerais ces vacances-là, je n'échangerais ces souvenirs-là pour rien au monde. Je te comprends totalement. Voilà. Moi, j'ai vécu en Afrique aussi, c'était la même chose. Les meilleurs moments, c'était partir en vacances. Et je me rappelle quand on avait décidé, ma mère a dit, on va vivre en Afrique. Putain, waouh. T'as vécu là-bas? Moi, j'ai vécu au total, j'ai vécu de mes 7 à 10 et de mes 12 à 14 ans. Ah ouais, donc t'es revenu, t'es reparti? Ouais, je suis revenu, je suis reparti et sincèrement, c'était les meilleures années de ma vie. La deuxième fois, c'était un peu plus punitif. 12-14, là, on commence à... Ouais. C'était parce que je me battais beaucoup. Ah, ouais. Du coup, il y a un peu ce truc, dès que tu te bats beaucoup, les notes, elles sont pas bonnes, on t'envoie au bled. Ça fonctionne aussi. Ouais, ça marche pas mal. Je comprends, ça marche pas mal. Mais au final, moi, j'ai trop aimé. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, c'est ça. Mais surtout, moi, c'est en mode plus vacances, entre guillemets. Tu vois. Bon, vacances, attention. Nous, les vacances, frérot. T'as 2 mois de vacances, tu pars 2 mois au bled. Il n'y a pas de... tu vois. Moi, l'été, parce que Carré-le-Rouet, l'été, c'est là que, tu vois, c'est la saison où il y a plein de gens qui viennent parce que c'est à la mer, tu vois. Ouais.
je l'avais pas beaucoup connu. Moi, je connaissais un peu avant, un peu après, mais le vrai été, la saison vraiment août, tout ça, jamais. Enfin bref. Et donc du coup, j'ai eu cette vie-là, tu vois, qui était juste géniale. Enfin, tout petit, j'ai pu voir tout de suite. Parce que c'était vraiment les gens qui n'ont rien, mais qui sont quand même ultra heureux d'avoir rien. Ouais. Et en fait, qui vivent au jour le jour. C'est-à-dire vraiment, demain, il me faut un dinar pour acheter des tomates et un peu de viande pour ma famille. Et les mecs, ils sont 4, tu vois. Et donc ce côté-là, et ce côté aussi un peu, allez, détente. On n'a rien, mais détente. Et l'humour à balle, là-bas, c'est vraiment, on rit de tout. Tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, l'autodérision max, enfin bref. C'est vraiment, moi, les soirées un peu comme ça, là, tu vois, à 22h, tout le monde est dehors, les chaises. Ce qu'ils appellent un canoun. Canoun, c'est un petit feu qu'ils ont. Et voilà, et puis, enfin bref, c'est les graines de tournesol. Mais c'est tellement drôle parce qu'on chicha. avait la même chose, Centrafrique. Nous, on avait un cousin. Notre grand-mère, donc elle a son petit business de vente de banana chips. Okay. Et donc, c'est notre cousin qui les faisait. Mais il y avait aussi ce côté où notre cousin, il racontait des histoires tellement bien. Du coup, on était tout le temps autour de lui pendant qu'il était en train de le faire. Et genre, c'était exactement le même cadre, le soir, la nuit, un feu. Et on est tous là en train de se raconter et rigoler de son sang. C'est ça. La famille, les voisins, tout le monde se met là et puis ça rigole. Il y a eu le match de foot et machin et trucs et bidules. Donc cette vie-là, tu vois, où toutes les vacances, c'est-à-dire que même les vacances, tu vois, de la Toussaint, machin, il y a une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, poum, direct, tu vois. Tu sais, le petit gamin, tu sais, avec les petits, tu sais, les trucs rectangulaires quand tu prends l'avion là, tu sais, où t'as l'hôtesse, bah voilà, moi c'était ça. J'ai eu la même aussi, Voilà. Et dedans, il te file la petite voiture, machin Air France, bon. Mais c'était ça. Et donc, du coup, j'ai eu cette vie-là. Et en même temps, j'ai aussi donc, du coup, cette vie à Carry-le-Rouet. Mais pareil, quand j'étais en France, le week-end, j'allais dans entre guillemets, des quartiers. C'est pas vraiment des. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus. Voilà, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. C'est des quartiers, mais pas dans le sens quartier, Tiex, machin, tu vois. Mais dans un quartier qui s'appelait Herbel, à Marseille. Qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des rappeurs Naps, Koff, machin, tout ça, qui viennent de ce quartier-là. Et moi, le week-end, c'est là que j'allais, tu vois. Donc, je jouais avec mes cousins et c'était en mode, c'était le quartier. Donc, forcément, c'était pas la même chose que moi, je voyais la semaine quand j'allais dans ma petite école de Carry-le-Rouet, tu vois. Donc, forcément, quand j'allais là-bas, le vice, je l'avais. Eux, ils l'avaient pas encore, tu vois. Après, ils l'ont eu. Mais c'est vrai que pendant un temps, s'il y avait une compétition, un tournoi de vice, mais j'étais loin, très loin. Donc tous les trucs Pokémon, Dragon Ball Z, on joue au foot, mec, j'ai mis le but, mais non t'inquiète, machin, tout ça. Ça c'était, moi j'étais le king là-dessus, tu vois. Et après bon, ils ont commencé aussi à comprendre que moi aussi je peux faire. Tu vois. Donc après ça s'est un peu égalisé, mais voilà. Mais du coup, t'as vraiment vécu entre, on va dire, des cultures, des milieux sociaux totalement différents. Complètement. Apprendre vraiment à connaître un côté comme de l'autre et est-ce que tu trouvais ta place dans les deux côtés ou pas? Mais en fait, moi, j'avais pas ce ressenti, je suis l'arabe, tu vois. Pour autant, j'étais le seul arabe. Le seul. Il n'y avait pas d'autres arabes. J'étais le seul. Pour la petite anecdote en plus, aujourd'hui, je m'appelle Ryan. Avant, je m'appelais Mohamed. Ok. J'ai changé de prénom. Mais en fait, ma mère, je pense que l'instinct maternel a fait qu'à un moment donné, elle s'est dit, attends, mon fils, là, c'est pas possible. Il n'y a que des noms, des prénoms, entre guillemets, vraiment français, tu vois. Même si ça veut rien dire. Hein, mais bon, je pense que tout le monde comprend quand on dit ça, on va pas rentrer dans le débat. Mais et je pense qu'en fait, elle a eu, tu vois, l'instinct de la mère de putain, j'ai envie de protéger mon fils, tu vois. Alors que, en fait, non, ça va, tu vois. Mais voilà. Donc, du coup, elle m'a changé de prénom. Mais la réalité, c'est que moi, par exemple, tout le monde m'appelle Ryan. Tu vois, les gens. Mais chez moi, ma mère, jamais de ma vie m'appelle Ryan. Mon petit frère, jamais de ma vie m'appelle Ryan. Ma famille, jamais m'appelle Ryan. Jamais. Mes potes d'enfance, jamais m'appellent Ryan. Pour eux, je suis Momo. C'est Momo. Il n'y a pas de. Tu vois. Incroyable. C'est pour la petite anecdote. Mais donc, du coup, oui, j'ai jamais ressenti ce truc-là, même si, tu vois, on en arrivait quand même à des extrémités comme changer de prénom. J'ai jamais ressenti ça. Mais pour autant, tu vois, on parle de racisme, etc. Moi, j'ai ressenti des gens qui m'ont traité comme quelqu'un de normal. Même si, effectivement, j'ai eu aussi le pendant, hein, forcément. Oui, bien sûr, tu vois, t'es à la cantine et la meuf, tu vois, il y avait du couscous. Bon. T'imagines que j'en ai bien bouffé, donc voilà, là, j'avais pas tout bouffé. Et donc quand je rends mon plateau à la fin, la meuf qui me dit « Ah, c'est bizarre, t'as pas fini ton couscous, Mohamed, quand même, tu vois, tu t'aimes pas le couscous, c'est bizarre pour un arabe. » Bon, des conneries comme ça, mais ça va. Bon, après, il y a eu pire, mais ça, c'est des petits trucs à la limite qui peut être marrant. Donc oui, franchement, voilà. Mais ce que je voulais juste mettre l'accent sur cette, on va dire, cette diversité de culture. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a forgé. Et donc pour aller un peu plus vite sur la fin, des études, voilà, j'aime bien les sciences, donc je n'étais pas trop mauvais là-dedans. Donc bac S, j'ai fait une école d'ingé, je suis ingénieur en aéronautique et spatiale. Et dès que j'ai fini ça, tout de suite, même si avant j'avais déjà créé des boîtes, notamment une boîte. C'était quoi la première boîte que tu as créée? C'était au moment du bac. Alors avant, j'avais créé. Alors c'est horrible, hein. On dirait le podcast, c'est des mecs toujours la même chose. Mais c'est vrai, moi je prenais des. Je sais pas si tu te rappelles les téléphones, les Sidekick. C'était les téléphones américains qui s'ouvraient comme ça. Ah ouais. Tu vois. En fait, c'était que dans les séries américaines. Et en fait, moi je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai payé 100$ pièce et je le revendais 300 € en France. 100$ pièce, livraison comprise, et je le revendais 300 € en France. Et je me faisais plein d'argent comme ça, mais ultra. Mais c'était
C'était trop facile. Ok. Mais bon, il y a eu une période après où les gens n'en voulaient plus, donc voilà. Voilà. Mais peu importe, ça c'était des side business. Mais le premier vrai business, ça s'appelait Enchères Unique et c'était un site d'enchères inversées. Voilà. Donc en gros, tu as un iPhone, tu vois, qui vaut 800 euros. Tu vas placer une enchère, ça te coûte 2 euros pour placer une enchère. Et celui qui a l'enchère la plus basse et unique gagne le téléphone pour l'enchère qu'il a mis. Je te donne un exemple. Tu vas mettre 1 centime, on va être 10 à mettre 1 centime, c'est pas bon. 2, 3, 4, nanana, et puis arrivé à 1,14 €, tu seras le seul à avoir mis 1,14 € et ce sera l'enchère la plus basse qui sera seule. Ok. Parce que tout ce qu'il y aura avant, tous les slots auront été pris au moins par 2 personnes. Ouais. 1,13 €, il y aura 14 personnes. Et au final, les gens sont quand même prélevés. C'est un peu une genre de C'est loterie. 2 euros. À chaque fois, c'est 2 euros pour pouvoir placer une enchère. Ok, d'accord. Ah, tu places l'enchère, donc tu payes quand même 2 euros. Tu payes 2 euros pour Et placer tu ton peux avoir enchère. le téléphone à 1 euro, à 3 euros, à... Exactement. En fait, tu places ton enchère. Admettons, tu places qu'une enchère à 1,14 €. Tu gagnes parce que tu es le seul et le plus bas. Ouais. Alors, tu payes le téléphone, en plus de ton enchère de 2 euros, 1,14 €. Et on te l'envoie. Donc c'est 3 euros le téléphone. Mais si par exemple, tu as 1000 personnes qui ont surenchéré dessus, au final, tu as vendu le téléphone 2000 balles. Ben, c'est ça. Putain, c'est royal. Ouais, c'est ça. Du coup, il faut du volume. tu Ouais, vois, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas forcément. Du coup, on a vite balancé de l'argent par la fenêtre, mais c'était grave intéressant. Ouais, mais je trouve l'idée vraiment stylée. Mais on a fait des soirs à 1000 balles, tu vois. Et Ok. moi, je me rappelle, j'allais voir ma mère, je toquais dans sa chambre. Et maman, on vient de faire 1000 euros là avec mon pote et tout. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu racontes 1000 euros sur internet, mais qu'est-ce que tu dis, mec? Oui, on a fait 1000 euros. C'était un compte PayPal et tout. La Incroyable. compta, elle était, je te fais pas de dessin. C'était n'importe quoi. Et voilà. Donc, Donc, voilà. fibre entrepreneuriale Ouais. dès le bac. T'as quand même, bon, après on connaît aussi un peu nos familles, le diplôme pour faire plaisir à maman. T'as tout compris, c'est ça. T'as tout résumé. Pour que la maman, elle soit tranquille. Voilà, Qu'elle se dise, ok, mon fils, il a un diplôme, si jamais ça marche pas, c'est ça. il va là-bas. Mais Ouais. tout en lui expliquant que maman, moi, c'est pas pour moi ça. Ok. tu veux Donc que ton fils soit heureux, ingénieur rappelle. aérospatial. Après, t'as pas choisi non plus le plus simple. Ouais, en fait, non, on dirait comme ça, mais en fait, non, ça va. Franchement, sincèrement, ça va. Voilà. Après, D'accord. d'autres, tu vois, moi, mes potes à moi, ils font les fanfarons, machin. En vrai, ça va. Franchement, c'est pas plus que d'autres disciplines dans Ok. l'ingénierie, franchement. Ok. Et du coup, ingénieur, quand t'arrêtes, tu fais quoi? 18 septembre 2015, fin du stage de fin d'études. Ok. Je crois que c'était le 25 septembre 2015. Je te donne les dates, c'est voilà, à quelques jours près. Création de la boîte Butter & Butter, qui était donc une boîte que j'ai créée avec un de mes meilleurs potes d'enfance, Ludovic, avec lequel j'ai créé toutes les boîtes jusqu'à maintenant, qui lui, effectivement, c'est un DA. Donc franchement, on est parti dans une boîte de création, si tu veux, graphique. Voilà. Ouais. Donc c'était ça, la première boîte après les études, c'était ça. Faire un peu des ronds, créer des sites, etc. Faire un peu d'argent et ensuite se créer un réseau. Ok, top. Et ensuite, tu as créé cette boîte. Pourquoi t'es pas allé dans l'aéronautique ou t'as pas créé une boîte dans cet univers? Bah, franchement, ouais. Alors autant j'aime beaucoup les sciences, j'aime beaucoup voilà, l'aéronautique, le spatial, etc. Moins que mes potes qui eux sont vraiment partis dans ces filières-là, vraiment en termes de carrière, tu vois, professionnelle. Mais déjà pour la première raison très simple, c'est que moi je veux créer une start-up, j'ai pas de rond, j'ai rien. Tu crées pas une start-up dans l'aéronautique avec rien, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis au-delà de ça, pourquoi est-ce que je suis pas allé dans l'aéronautique de façon globale en termes de, tu vois, ingénieur, tu vois, dans une boîte? C'est qu'en fait moi c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce qui me fait vibrer. Je comprends que tu vois mes potes c'est ce qui les fasse vibrer. Moi c'est pas ce qui me fait vibrer. Ok. Et juste pour revenir et pour être complètement franc, parce que je trouve qu'il n'y a pas de gens qui le disent comme ça, tu Ouais. vois. C'est juste que moi c'était aussi un besoin. Alors après on peut aller sur l'insécurité, etc. Parce que pareil moi aussi j'essaie de faire ma psychanalyse de pourquoi et comment. Mais moi c'était un besoin financier. Ouais, J'ai ouais. besoin de gagner de l'argent parce que en fait, et tu vois on en revient à ce que je te disais. Moi j'ai vu quand j'allais chez mes potes, quand mes potes, leurs parents venaient les chercher ou venaient nous chercher au collège, à l'école ou au lycée, peu importe, ils avaient des voitures. C'était pas des voitures de malades. C'était juste une voiture normale, mais c'était une voiture qui avait 2-3 ans, qui était propre, qui était cool. Putain, c'est beau, ça sent bon. Enfin, je dis pas que dans les voitures de ma mère, ça sentait pas bon. Maman, je dirais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sent le neuf, t'as l'impression qu'elle vient d'être achetée, tout est nickel, etc. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, non, mais en fait, non. Moi aussi, je veux ça. Bah, pour avoir, tu vois, j'ai ma petite analyse sur le côté, en règle générale, en banlieue, pour avoir grandi en banlieue, il y a cette notion aussi où on est souvent dans des business où bah, on a besoin de vivre. C'est-à-dire il faut que le business très rapidement puisse être rentable pour me permettre de payer mon loyer, d'aider la famille, de faire toutes ces choses-là. Alors que souvent, lorsqu'on n'a pas encore eu cette conscience ou qu'on n'est pas confronté à ce type de modèle, moi j'ai eu la chance d'avoir fait des écoles de commerce et ces choses-là, donc je sais comment ça fonctionne,
Mais avant ça, le business, c'est que le business doit être rentable. Il n'y a pas cette notion de faire un business où je sais que pendant un certain moment, je n'aurai pas de rentabilité, je ne serai pas payé. C'est inconcevable. Ouais. Même moi, j'ai eu des périodes où c'était très compliqué. Ma mère, elle n'arrivait pas à comprendre en se disant, mais tu as des diplômes, ça se voit qu'on peut t'employer, tu as fait des très bons boulots et les gens, ça se voit que les gens autour de toi veulent te recruter, mais pourquoi tu n'acceptes pas juste d'aller faire un travail salarié et de bien vivre? Et ça, des mentalités, je pense, c'est un peu différent. Ouais, non, mais c'est clair, je suis assez d'accord avec ton analyse et de façon globale, c'est ça. Pareil, tu vois, ma mère, à plein de reprises, elle a toujours essayé de me glisser. Ouais, mais tu sais, tu vois, là-bas, ils ont recruté ton pote là qui était machin, truc. Ouais. Parce que, toujours pareil, après, c'est la maman, elle veut s'assurer que son gamin, là, c'est un peu bizarre, quoi. Tu fais des business, ça fait 2 ans, t'as gagné 0, à un moment donné, moi, je m'inquiète. Tu vois, les autres, ils avancent, ils achètent des maisons, ils truquent, machin. Et là, pareil, on arrive aussi, c'est encore un autre sujet, mais sur les rails, tu vois, les rails de la société, où il faut que t'aies une maison, il faut que tu sois marié, il faut que t'aies des enfants, il faut truc. Et puis ta maman qui elle reste aussi un peu dans cette mécanisme là, tu vois, qui te dit attends, regarde, lui il est marié, lui il a un truc, machin. Non, moi je m'en fous. Moi je vis comme, c'est ça moi qui m'intéresse. Je vais pas faire un enfant, me marier machin parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Totalement. Je vais faire ce que moi je veux faire, ce qu'il y a là. Et aujourd'hui, ce qu'il y a là, c'est pas ça. Je veux créer ma boîte, je veux gagner de l'argent, je veux m'épanouir dans ce que je fais. Et je suis ultra heureux. Okay. Et ça aussi, c'est un truc hyper important, c'est de se lever le matin et être ultra heureux. Ça, c'est con, c'est une banalité. Mais je te le jure sur ma vie, je me lève le matin, je suis excité. Alors, allez, on va dire 95% des matins. Ouais. Voilà. Après, si tu es entrepreneur, j'allais te dire, mais en tant qu'entrepreneur, tu arrives vraiment à t'exciter tous les matins? Non, mais parce qu'il y a des matins, tu as envie de dire. Non, mais est-ce que le monde peut s'arrêter? Ouais, non, mais surtout il y a des matins où tu sais que aujourd'hui ça va être ça va être pour toi. Ça va être chiant. Parce que tout est toi, tu vois. Donc quand tu vois, il y a des trucs qui puent la merde et c'est pour toi. Mais c'est le jeu, tu vois. Mais 95% c'est yes, vite, hâte que allez, vite, je me brosse les dents, vite j'y vais là, vite on y va, tu vois. Ouais, je vois. OK. Et du coup, la question, on est quand même sur le Domino Podcast, donc on parle blockchain. Par où est-ce que tu es rentré dans la blockchain? C'est quoi, toi, ce qui t'a fait rentrer dans la blockchain? Depuis quand? Écoute, très simple, c'est hyper intéressant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps. En gros, si tu veux, donc nous, justement, avec Ludovic, alors boîte après boîte, on a une boîte qui s'appelle HappyCap, qui existe toujours d'ailleurs. C'est une boîte qui est un Welcome to the Jungle de la compta. Voilà, pour faire très simple. On permet au cabinet expert comptable de recruter, point barre. Le truc, c'est que Covid, un peu avant le Covid déjà, moi j'entends parler d'NFT, tu vois. Je sais aussi, avec lui on en a parlé, normal, tu sais, t'es entrepreneur, tu veux faire de l'argent, t'es pas juste entrepreneur, c'est juste je veux faire de l'argent dans la vie de façon globale. Et donc forcément, tu vois, tu sais que t'es passé à côté de tous les délires Bitcoin et tout, tu sais pas trop ce que c'est, tu dis bon, allez, je suis passé à côté de ça, vas-y c'est bon, c'est fait, tu sais, tu comprends pas, erreur, mais bon, peu importe. Donc ça devait être 2019, tu vois, 2019-2020. Et pareil, 2020, je commence à entendre parler des NFT, parce que je suis pas mal de trucs sur l'entrepreneuriat, etc. NFT, mais c'est pas NFT spéculatif, c'est juste la technologie NFT, tu vois. Il commence à y avoir des trucs, il y a des trucs qui font des trucs, je vois des gens qui font des trucs, les CryptoKitties, les CryptoPunk, etc. Bon. Et Covid, donc nous, notre boîte, il y a une dizaine de personnes, tout le monde est en télétravail, moi je rentre dans le sud, et là du coup on a du temps. Et là moi je reçois encore plus de choses sur les NFT, etc. Je dis à Lud, mon associé, je dis Lud, écoute, il faut vraiment qu'on se pose là-dessus, donc on se prend vraiment 2 ou 3 week-ends d'affilée, je sais plus, mais au moins 2 faciles, où samedi, dimanche, on est à fond, vraiment, je m'en rappelle comme c'était hier, on est sur Zoom, le Zoom de 12 heures, tu vois. Où le truc, on ne se parle limite pas, chacun fait ses recherches de son côté, c'est juste toutes les demi-heures. Attends, regarde, hop, je t'envoie ça, ok, t'as vu ça? Ouais, voilà, c'était juste ça, vraiment, on est resté comme ça. Et pour mieux comprendre ce que c'était, les NFT, parce qu'on se dit, attends, il y a peut-être un truc à faire, il faut qu'on voit. Et plus je comprends, plus je creuse, plus je me dis, mais attends, mais si c'est ce que je crois, si c'est ce que je comprends, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Alors, comment tu as compris les NFT? Explique-nous, en gros, c'est quoi ce eureka moment? Moi, c'est Gary Vee. Ouais. Quand il l'explique, en fait, il prend plein d'exemples, etc. Et c'est le moment où il explique, il utilise plein de use cases différents. Et à chaque fois, je vois que le point commun, c'est lui qui le cite, j'ai rien inventé. Le point commun, c'est juste de dire, en fait, aujourd'hui, sur Internet, avant, tu ne pouvais pas posséder quelque chose. Tu ne pouvais pas dire, regarde ce truc-là, un peu comme dans la vie réelle, voilà, ça c'est à toi, ça c'est il est là, cet objet, il est à toi. Sur Internet, tu ne pouvais pas le faire. Maintenant, tu peux le faire. Tu as une preuve que cet objet-là, il appartient à Samuel, c'est comme ça, c'est fini, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y dire, c'est comme ça. Et cet upgrade d'Internet avec cette nouvelle notion-là, mais en fait, c'est là, tu dis, mais attends,
Et en fait, là, on s'arrête plus. Là. Il y a le monde dans lequel on vit là, en fait, on peut le réinventer dans Internet. Et là, il y a une nouvelle vie à créer. Déjà que bon, les gens, ils sont quand même ultra présents sur Internet. Là, on ne peut l'être que d'autant plus. Parce que là, il va y avoir d'autant plus de raisons d'y être. Tu as vraiment une véritable vie. Quand on parle de vie sur Internet, là, tu te dis, oui, j'ai une vie avec des choses que je peux posséder. Ça peut être le cas. Et c'est là que je me suis dit, ok, non, là, en fait, là, c'est n'importe quoi. Et après, du coup, je me fais prendre par ce marasme des PFP, tu vois, des profile pictures, des Bored Ape, etc. J'achète des Bored Ape, j'achète des VeeFriends, j'achète tous les, à part les CryptoPunks, tous les NFT du moment, tu vois. Ok. Et donc, moi, je rentre dans toutes ces communautés-là. T'es rich, là. À un moment, beaucoup moins aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Mais à un moment, à un moment, ça faisait un paquet de thunes. Ouais. Okay. Mais c'est tout ça qui m'a mis dedans, les communautés, le kiff de parler avec des gens du bout du monde et se dire, mais les gars, vous vous rendez compte ce qui se passe, etc. Donc ouais, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Ok. Et tu as cité 2 boîtes. Du coup, est-ce que tu peux me parler rapidement des 2 boîtes? Ensuite, on passera à la partie débat. Ouais, bien sûr. Alors, Appicab, j'ai pas encore parlé de Sandaga. C'était de Sandaga dont tu voulais que je parle ou c'était de Butter and Butter? Tu me parles de celle que tu veux, t'es libre ici. Ok, mais Appicab, c'est très simple, c'est une boîte que, alors pour la faire très courte, pareil, on était en train de faire Butter and Butter, la boîte que je t'ai dit qu'on a créée justement avec Ludovic juste après mes études. On fait des sites, des machins, des trucs, tu vois, enfin bref, on fait de la créa, on fait comme on peut pour faire un peu de fric. En se disant, ok, ce fric-là, on va l'investir pour justement vraiment créer un vrai projet qui sera véritablement une start-up. Et dans ce cadre-là, on est avec un pote qui passe du coup un DEC, DEC, diplôme d'expertise comptable. Donc c'est avec ce diplôme-là que tu deviens expert comptable. Et il nous dit, les gars, donc nous on lui dit, attends mec, il n'y a pas du business à faire avec les experts comptables, toi t'es dedans et tout, machin. Il dit, ouais, voilà, il y a ça, machin, enfin bref. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc nous, à partir de là, on essaie de rentrer dans ce business-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on crée une communauté sur les réseaux sociaux qui s'appelle Vie de comptable, un peu comme Vie de merde, tu vois, mais pour les comptables. Voilà, donc Vie de comptable, VDC. Et sur Facebook. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, putain, mais nous, on n'a rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à contre-courant de ce que on imagine être la compta. Donc on va aller sur l'humour, l'autodérision, on va commencer un peu à rigoler là-dessus, tu vois. Et donc on fait ça et ça prend ultra rapidement. En 10 jours sur la page Facebook, il y a genre 5000 personnes, etc. Et donc on cumule là-dessus. Et aujourd'hui, ça devient un vrai business, tu vois. 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, aujourd'hui, c'est un vrai business. On est welcome to the jungle de la compta. Et donc vous recrutez là-dessus, les gens viennent recruter, c'est quoi? Exactement, tu as les cabinets experts comptables qui viennent, qui déposent, déjà qui créent une page où ils mettent en avant leur marque employeur. Donc en fait, ils disent, regardez nous tout ce qu'on fait. Et ça casse un peu aussi avec l'image qu'ont les candidats en comptabilité où ils se disent, attends, tous les cabinets c'est de la merde, machin. Et tout. Enfin, le cliché que tout le monde a sur la compta, tu vois. Où t'arrives, le mec il a des lunettes, il s'en fout de ta gueule, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Évidemment que c'est pas du tout ça. C'est des êtres humains, la vie est belle, on rigole, c'est une entreprise comme les autres en fait. Et donc notre but c'est de casser ce truc-là. Donc ils viennent, ils montrent que, non, en fait, regardez, chez nous c'est la vie est belle, café à volonté. Thé, machin, bidule, billard, machin, enfin, tout, ça va, on fait des sorties où tu peux aller courir, un barbecue, la vie est belle. Donc ça, et puis derrière, ils peuvent créer des offres d'emploi. Et nous, on les diffuse auprès de notre communauté, mais aussi on va les multidiffuser sur des job boards que sont Indeed, Monster, etc. Donc voilà, et derrière, tu as un outil pour gérer ces candidatures. Donc voilà ce que c'est que ce business-là. Et donc, c'est des cabinets experts comptables qui viennent et qui nous payent des abonnements mensuels pour justement être présents sur la plateforme et pouvoir mettre en avant leurs offres d'emploi. Ok, top. Pas de blockchain dans ça? Pas de blockchain, mais justement, on est en train de réfléchir notamment sur le côté collaborateur. Moi, je suis persuadé que les collaborateurs, alors, il faut que ce soit quand même un cabinet qui a relativement beaucoup de collaborateurs, mais je crois en une chose, c'est de se dire, et donc vu que c'est ma boîte aussi, donc facilement entre les 2 boîtes, je peux faire un peu ce que je veux. Donc le but, c'est de dire, ok, on va implémenter ça sur Appicab pour faire en sorte que les gros cabinets d'expertise comptable puissent proposer à leurs salariés, leurs collaborateurs, des assets qui prouvent qu'ils font bel et bien partie de l'entreprise. Ça, c'est le premier aspect. C'est juste dire, regarde, tu fais bien partie de cette boîte et tu y as bien travaillé depuis telle date. Et puis au moment où tu partiras, on dira que c'est telle date que ça s'est terminé. Ça, ensuite, toi, c'est une preuve. Toi, en tant que collaborateur de la boîte, c'est une preuve déjà que tu peux apporter, par exemple, sur LinkedIn. Tu peux mettre sur LinkedIn, dire, regardez, je suis bel et bien, partie de tel ou tel cabinet, etc. Mais à partir du fait qu'on sait que toi, tu fais bien partie de cette boîte-là, tu en as fait partie, après, c'est la porte ouverte à tout ce que tu veux. Après, ça, je le vois bien, je pense que c'est l'une des cas d'usage énormes des SBT. Sur le côté diplôme ou le côté expérience professionnelle, parce que dans le CV, je pense que ça réglera beaucoup de choses entre les CV mythos, les CV ci, les CV ça. Complètement. Là, tu as la manière. Mais ça, c'est des SBT, c'est des soldats en token. Tu ne peux pas le transférer, il est intransférable. Ok, formidable. Et du coup, ton autre boîte, là, on est vraiment dans la blockchain, dans les NFT. Grave. C'est quoi? L'autre boîte s'appelle Sandaga. Alors pareil, pour refaire l'histoire et la faire le plus vite possible quand même, mais parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Si tu veux, Sandaga, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait,
Après, justement, cet emballement des NFT, moi, ça y est, je réfléchis que NFT. Ça y est, c'est bon, j'ai compris qu'en fait, il y avait des trucs à faire. Et surtout, c'est la passion qui parle, tu vois. Ouais. Là où, il faut l'avouer aussi, même si mon bébé aujourd'hui, c'est applicable, tu vois, Ok. il n'y avait pas cette passion. Je ne suis pas passionné comme un malade de me dire yes, je vais faire recruter des cabinets experts comptables. C'est pas vrai. Personne n'est passionné par ça, c'est faux. Ça Ouais, je n'existe vois. pas. Je vois. C'est pas vrai. On est des êtres humains, tu es passionné par d'autres choses. Par contre, les NFT, il y a quand même ce côté un peu beaucoup. Enfin, où je me dis beaucoup plus, j'allais dire passionnel, c'est peut-être faux, mais où ça me tient au trip un peu plus. Tu vois. Ouais, c'est plus, je pense que ça stimule plus tes émotions. Ouais. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qu'il est possible de faire et le fait que ce soit encore. On va écrire beaucoup de choses tous ensemble. On est encore au début de l'écriture d'un truc gigantesque, tu vois. Totalement. Là où moi, je suis arrivé avec un truc où il y avait Welcome to Jungle, le recrutement, ça existe depuis longtemps. On est venu juste ajouter un truc sur la niche de la niche de la niche. Ok, cool, faire. Tu fais un peu d'argent, c'est cool. Mais la réalité, c'est que t'es pas en train de t'inscrire dans une technologie qui va révolutionner le monde, tu vois. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ok. Donc, je pars de ce postulat-là et je me dis, putain, donc il y a applicable, ça tourne, il y a des investisseurs, etc. Je peux pas faire n'importe quoi. Mais dans ma tête, je me dis, non, mais c'est pas grave, crée une boîte à côté, crée un truc dans la NFT, crée un truc dans la NFT. Bon. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est quoi, vas-y, ouais, ok, on y va. Et ça, c'était dur. C'était dur parce qu'il faut l'expliquer à ton équipe, il faut l'expliquer à tes investisseurs, il faut l'expliquer un peu à tout le monde. C'est compliqué. Ça passe. Comme tout dans la vie, ça passe, ça finit par passer. Ouais. Quand tu es franc, quand tu es honnête, t'expliques les choses, ça passe. Voilà. Et puis celui qui est pas content, frérot, casse-toi. Je suis désolé, moi c'est ma vie, je vais pas la faire en fonction de toi. Ouais. Il y a ça, j'y vais. Voilà. Mais par contre, je m'excuse auprès de tout le monde en disant, mais les gars, je sais que vous voulez que je sois focus là-dessus, mais voilà, je vais quand même là. Bon, peu importe. Ok. On part là-dessus. Et moi, avec des personnes que j'ai rencontrées, notamment, tu vois, dans le cadre de Butter & Butter, donc la boîte que j'ai créée juste après, là, voilà. Les études, je me suis fait très ami avec des gens qui étaient justement aux États-Unis. Vraiment très amis, tu vois, genre vraiment des gens qui ont une place particulière. C'est pas la famille, mais on n'est pas très loin. Ouais. Et en tout cas, des gens de qui j'ai très confiance. Moi, c'est hyper important. Et en gros, ces gens-là, ça faisait longtemps qu'on se disait, il faut qu'on crée un truc ensemble, etc. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ok, il faut qu'on y aille. Et en fait, avec ces gens-là, depuis 2018 à peu près, et je te dis après qui sont ces gens-là. Même si tu vois, c'est pas le truc que j'aime bien dire, etc. Mais là, c'est le podcast, on va en parler, tu vois. C'est ça. Mais en gros, c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, quand je m'en parle, j'ai tellement l'habitude de pas citer leur nom, pour pas, tu vois, que en fait, du coup. Bah vas-y, balance-les, comme ça, moi, ça sera Pour fait. moi, c'est fait. Non, mais en gros, ces personnes-là, en gros, c'est Hélène et Omar Sy. Ok. Qui sont vraiment devenus des vraiment top amis, surtout Hélène avec qui vraiment je m'entends hyper bien et de qui je suis très proche. Et c'est avec notamment Hélène et Ludovic qu'on voulait créer justement une marketplace pour les créateurs africains. À la base, c'était ça. L'idée de base, c'était ça. Ouais. Tu es un créateur africain, tu fais des sculptures, tu fais des bracelets, peu importe ce que tu peux faire. Notre but, c'est que tu le mettes en vente chez nous. Et nous, en fait, on va le vendre. Au lieu de le vendre là, 1 dinar ou, tu vois, ou 100 francs CFA, non, on va le vendre, nous, en Europe, on va le vendre aux États-Unis. Et le problème, c'est qu'on le savait, il y avait un énorme problème forcément de logistique, mais on n'était pas bête. On savait très bien que c'était le pain à régler pour que justement ce business-là soit pérenne, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'était vraiment compliqué. Et donc arrivent les NFT. Là, je dis, écoutez les gars, venez, on se base plutôt sur les NFT et on fait vraiment une marketplace NFT. Ouais. D'où l'idée. Derrière, on crée aussi une collection qui s'appelait les Metaverse Marauders, qui s'appelle toujours les Metaverse Marauders. Là, je pourrais pas dire ce qu'on est en train d'en faire parce que du coup, il y a des gens peut-être qui vont le voir, mais il y a un petit truc un peu qu'on parle pas, mais sur lequel on bosse énormément sur les Metaverse Marauders, notamment avec Omar. Il faut suivre les Metaverse Marauders. Exact. Non, mais c'est vraiment un truc cool. En gros, on est en train d'écrire toute une histoire, etc. avec Omar, avec Sébastien Abdelhamid. Je sais pas si tu vois que c'est Sébastien Abdelhamid. C'est la personne la plus géniale qui m'ait été de connaître dans les peut-être 10 dernières années. C'est ce mec-là, il est dans le monde de la blockchain. Non. Dans le monde tout court. Ok. Ce mec-là est fabuleux, il est génial. Vraiment, hein, je te jure, ce mec-là, il est d'une gentillesse, mais pour autant, c'est pas un nounours, hein, il se fait du business, etc. mais il est génial. Ok, formidable. C'est un gars qui est à fond dans les jeux vidéo. Il est sur Click, il a une clique de Mouloud Achour. Ouais. Il a une rubrique, enfin bref, c'est un mec génial. Ah, mais je pense voir alors qui c'est. Ok. Sébastien Abdelhamid, à fond dans les mangas. Ouais, je vois très bien qui c'est. Ouais. Voilà, fond basket. Ok, ouais, totalement. Ouais, je vois, en fait, c'est mon univers basket, manga, sneakers. Donc forcément, oui, je vois très bien. Jeux vidéo. Je vois mais c'est ça, ces trucs. Et il est formidable. C'est un mec génial. Et donc, du coup, avec ce gars-là aussi, on est en train de bosser pas mal sur les Metaverse Marauders. Peu importe. Donc, Sandaga, c'est ça. Et à la base, c'était donc du coup une marketplace NFT, concurrente potentiellement, tu vois, de OpenSea, Magic Eden, Blur, etc. On peut tous les citer, mais. Donc voilà, et très rapidement, fin d'année, enfin très rapidement non, malheureusement, pas assez rapidement, fin d'année 2022, on se rend vite compte que en fait ça pue la merde, parce que notamment moi je parlais pas mal avec le CEO de Blur,
Et en fait, pas mal, une fois par semaine, tu vois, vite fait, il me répond comme ça parce qu'il a capté ce que je voulais faire et on s'est bien entendu, tu vois. Et en fait, je capte que lui, en fait, il va massacrer le game, tu vois. Je juge pas, vraiment hyper smart ce qu'il a fait, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il en paie les pots cassés. Bon, enfin, ça, c'est encore un autre sujet sur Blur. Ok. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que ça allait devenir hyper compliqué. Les gens, enfin, comment dire, les marketplaces étaient en train justement de retirer les royalties, de baisser un petit peu aussi leurs fees, etc. Donc tu sentais que ça pue un peu plus la merde parce qu'il y avait la concurrence était là. OpenSea n'avait plus pignon sur rue. Il y avait des concurrents qui arrivaient, ce qui est aussi une bonne chose généralement dans un marché, même si là, on voit que ça n'a pas été si bon que ça. Mais pareil, tout est bon parce que ça fait évoluer les choses. Bon, peu importe. Okay. Et donc on a pivoté. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus du tout de marketplace NFT. On a un outil un peu semblable, si tu veux, à un Sendinblue. Bon, Sendinblue aujourd'hui, ça s'appelle Brevo, Mailchimp, peu importe. Donc, sauf que, en fait, au lieu d'envoyer des mails, ou de créer des mails et de les envoyer, tu vas pouvoir créer des assets digitaux et pouvoir les envoyer. Okay. Et donc là, nous, on s'adresse à des marques, on s'adresse à des créateurs, et notamment, là, en ce moment, aussi et surtout sur la branche divertissement. Tu vois, où on parle pas mal, par exemple, avec des cinémas, on parle pas mal avec des musiciens, des producteurs de films, et même, on va un peu sur le côté, notamment avec des restaurateurs. On échange par exemple avec Maurice Sacco. Je ne sais pas si tu vois qui est Maurice Sacco. Ouais, je vois très bien. Voilà. Qui a fait Top Chef. Et, exactement. Mélange Afrique, Japon. C'est ça, exactement. Et donc là-dessus, il y a énormément de choses à faire. Peut-être qu'on en reparlera après, je ne sais pas. Mais voilà, donc voilà essentiellement ce qu'on fait sur Sandaga. Ok, formidable. On va passer à la partie 2 maintenant. On est de retour. Vous connaissez maintenant la chanson. Si vous regardez, que vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas mis 5 étoiles, like ou quelque chose, pas gentil. Non, blague à part. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui nous fait grandir. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est ce qui nous permet de continuer de faire de la qualité et vous apporter des choses. Et n'oubliez pas, si vous trouvez que c'est nul, n'hésitez pas à critiquer, à me dire ce qui ne va pas bien. Ça me permet de m'améliorer. Donc, c'est un vrai kiff d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et sans plus tarder, du coup, on revient à notre sujet. Tu nous as parlé d'NFT. La tagline qui a vraiment fait couler de l'encre ces derniers mois, les NFT ont perdu 95% de leur valeur. Du coup, tout à l'heure, tu parlais que tu avais des Bored Ape. Du coup, maintenant, tu es pauvre. Je suis pauvre. Ça y est. J'étais pauvre avant, je suis pauvre maintenant, ça ne me change pas beaucoup, mais ça y est. Non, blague à part, aujourd'hui, comment est-ce que tu traites cette information et est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est vraie ? Oui, c'est sûr que les NFT un peu pétés, tu vois, des gamins qui avaient 20 piges, qui étaient dans leur garage et qui avaient fait des NFT à la con et qui les vendaient, oui, aujourd'hui ça vaut plus rien, bien évidemment, mais ça c'était, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir fait HEC pour comprendre que ça allait rien coûter. Un peu de jugeote, les amigos. À un moment donné, les mecs, ils n'ont rien inventé. Voilà. Donc, effectivement, il y a du vrai, dans le sens où, effectivement, il y a une grande partie de ces collections-là qui ne vaut plus rien et qui, très probablement, ne vaudra plus jamais un sou. Voilà. En revanche, il y a des fondamentaux qui, eux, vont continuer, je pense, de prendre de la valeur. Et alors là, on parle des... Toujours pareil, je pense qu'il est bon aussi quand même de préciser les choses. On parle de NFT PFP. Ouais, ok. Je pense que c'est important quand même de le dire. De toute manière, comme je dis souvent, les NFT un peu c'est comme Voldemort, c'est le mot à ne pas dire. C'est ce truc. Et au final, comme on n'en parle pas assez pour moi, on en parle juste pour dire ils ont pris de la valeur ou ils ont perdu de la valeur, ou dire que c'était une vague, on en perd la réalité du fait. Ouais. Du coup, si on revient vraiment dedans, qu'est-ce qu'un NFT ? Qu'est-ce qu'un NFT déjà PFP ? T'as la question. non, mais ouais, je crois que c'est pour ça que je pensais que tu allais plus loin. Mais très simplement, pour moi, un PFP, Profile Picture, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais c'est plein de choses, mais c'est surtout de l'art à la base. Et cet art, en fait, donne ensuite... Moi, je différencie quand même les PFP des NFT PFP à NFT art. NFT art, pas d'utilité, c'est de l'artistique. Tu envoies un message, c'est un artiste qui s'exprime. Et donc, il y a sa version digitalisée ou contrat d'authenticité qui est sous forme de NFT sur une blockchain. Et PFP qui sont vraiment, pour moi, limite des objets de luxe. Pour moi, c'est des objets de luxe qui permettent de définir un peu ton identité,
au travers des réseaux, montrer que moi, je fais partie de telle communauté, qui permet d'avoir accès à une certaine communauté, qui permet de, comme un chaque channel, lorsqu'une femme, elle vient, elle a chaque channel, dans certains milieux, on va dire, ah ouais, elle pèse plus qu'une autre, elle a tel type de sac. En fait, ça envoie un message et c'est vraiment un outil social qui existe. Moi, je le vois comme ça en termes de différence. Non, mais tu as raison. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est de l'art à la base. Une PFP à la base, c'est juste une photo, une image, des pixels, des machins. C'est ça. Et après, effectivement, c'est une clé pour t'ouvrir, effectivement, à une communauté ou à une autre. Et quand tu l'ouvres, il y a plus ou moins de choses dedans. Voilà. Effectivement, quand tu ouvres la communauté des Bored Ape, c'est une méga villa. Et dedans, tu as plein de choses. Tu as des jeux vidéo, tu as une communauté de mecs un peu hype, machin, tout ça. Tu peux acheter des fringues. Voilà, et puis tout ça est super bien vu et ton NFT il vaut beaucoup d'argent, et, enfin selon voilà, la saisonnalité. Mais voilà. Et après, tu en as d'autres qui ouvrent un petit peu moins de choses. Mais voilà. Mais effectivement, après, il y a une autre différenciation avec les PFP art, où là, c'est voilà, ça c'est de l'art, c'est un truc que j'ai fait, de l'art digital. Si tu l'achètes, il t'appartient. Voilà, point barre. Bon. Mais et ça ouvre pas forcément de porte à une communauté. Même si des fois c'est le cas aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que la limite, elle est relativement fine. Mais pour moi, ça reste quand même. Voilà, c'est juste un truc avec de l'art dessus, c'est une image, voilà, hop, tu t'en fais ce que tu veux, ça t'ouvre une communauté, etc. Ça, c'est pour moi le côté PFP. Donc voilà, Bored Ape, CryptoPunk, VeeFriends, tout ce qu'on veut. Et en fait, ce qui est dommage aujourd'hui, et ce qui est logique par contre, mais dommage, et là c'est notre faute, hein, c'est nous les mecs justement de cette communauté-là, mais il fallait que ça arrive de toute façon, c'est qu'en fait, à cause de nous, ou grâce à nous, peut-être demain on dira, mais en tout cas aujourd'hui c'est plutôt à cause de nous, les gens, dans leur tête, un NFT, c'est un Bored Ape. Et ça s'arrête là. Est-ce que c'est nous? Alors, moi, je pense pas que c'est... Parce que dans la communauté, on sait ce que c'est qu'un NFT, mais la réalité, c'est que ceux qui ne sont pas de la communauté, qui ont voulu décrire la communauté, ont pris les éléments les plus visibles, Bored Ape, CryptoPunk, parce que c'est trendy, parce que ça vend. Lorsque tu dis le gars a vendu une photo de singe 3 millions, les gens ils vont plus cliquer en disant mais c'est quoi cette folie, c'est des malades, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont plus cliquer que juste dire ah voilà, le NFT c'est une technologie sur laquelle on peut faire nos passeports. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Il y a cette notion aussi de trend, de viralité qui est plus importante et qui est aussi juste la manière dont les médias aussi parlent de nous, partagent un peu nos points de vue. Moi, je le vois un peu plus comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, ce qui dirige un peu notre société, on le disait avant, l'argent, c'est quand même quelque chose de très très important. Et pourquoi est-ce que justement toutes les lumières ont été mises sur les NFT à ce moment-là? C'est surtout parce que ça a explosé. Voilà, tu avais des Bored Ape qui valaient 500 000 balles pièce. Forcément, ça attire les yeux du monde entier quand tu as à se dire mais attends, je comprends pas, le truc il valait $200 il y a un an, aujourd'hui il en vaut 500 000. Qu'est-ce que c'est? On veut savoir. L'argent, ça attire. Les gens se posent des questions. Il y a plein de gens qui sont devenus riches grâce à ça. Pourquoi? Comment? Tu vois, les gagnants au loto, tu as toujours envie de savoir mais qui sont où, comment ça se passe, tu vois. L'argent, c'est un truc que les gens ils veulent savoir, tu vois, ils veulent savoir comment les riches ils vivent, etc. Bon, enfin, donc effectivement, je te rejoins. Mais là où je dis que c'est aussi peut-être un petit peu notre faute, c'est qu'en fait, nous, on a continué aussi de se nourrir de tout ça. On a continué à se nourrir de tous ces nouveaux entrants, un peu comme entre guillemets, toujours pareil, c'est un gros mot, mais la réalité, c'est que parfois c'était le cas. C'était une pyramide de Ponzi parfois. En fait, tu avais des gens qui venaient, tu savais que c'était le dernier qui allait se faire. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait, enfin bref, tout est une pyramide de Ponzi si on réfléchit comme ça à chaque fois, bref, peu importe, mais. Ce que je veux dire, c'est que on s'est aussi, nous, pris un peu trop au jeu, je pense. Et on a un peu oublié ce que c'était que la technologie. À dire vrai, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais des potes à moi qui n'étaient pas du tout dans la techno, qui me disaient ouais, mec, moi, je sais que toi, tu es dans les NFT, tu peux commencer à... Tu vois, c'est un peu Warren Buffett. Alors, je ne me prends pas pour Warren Buffett, évidemment, mais c'est un peu Warren Buffett, je crois, qui disait un truc comme ça, qui disait à un moment donné, il a vendu tout ou partie, je sais pas, mais c'est toujours pareil, hein, c'est le truc de légende à la con. C'est le storytelling. Voilà, le beau storytelling. Steve Jobs a créé Pixar, tu vois, tous ces trucs qui n'ont jamais eu lieu. Enfin. Et donc, en gros, qui dit en gros, c'est quand il a vu qu'il y avait, je sais pas, son jardinier ou quoi, qui lui disait qu'il avait acheté
des parts à la bourse de telle boîte, machin et tout. Il s'est dit hop, si mon jardinier s'y met alors qu'il comprend rien, qu'il a juste acheté pour acheter, c'est qu'à un moment donné. C'est le moment de vendre. Et donc c'est là qu'il a tout vendu. Et après, il y a eu un krach boursier énorme. Et donc là, c'était aussi ce truc-là. C'est en fait ces mecs-là qui viennent, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que le NFT, ce que c'est que la technologie qu'il y a derrière. Et pour autant, ils achètent. Pourquoi ? Pour le côté spéculatif. Totalement. Sauf que en fait, leur achat, il est basé que sur la spéculation, l'éventualité de se faire plus d'argent le lendemain, tu vois. Totalement. Bon, là, forcément, à un moment donné, ça s'écroule parce qu'il faut une utilité, un objet, une utilité. Totalement. Après, il y a aussi cette notion de tout cet afflux financier. Pourquoi il y a eu autant d'afflux financiers selon toi, et pourquoi au final les gens, on en fait une trend? Parce que certes, il y a la technologie, mais qu'est-ce qui a fait que les gens ont suivi et c'est devenu une vague à part entière? Ouais, je pense que c'est difficile à expliquer, mais c'est toujours pareil. Alors, tu avais des mecs qui, dans la crypto, avaient fait beaucoup d'argent, donc peut-être qu'aussi ces gens-là ont injecté beaucoup d'argent dans les NFT. Toujours pareil, il faut toujours quand même un petit, tu vois, un socle, c'est ça, un petit socle, mais une première flamme, tu vois, pour enflammer tout ça. Il y a ça. Après, il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui ont relativement, entre guillemets, importants, ou en tout cas crédibles dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat de façon globale, ou dans la finance de façon globale, qui sont venus valider cette technologie-là. Je pense notamment à Gary Vee, par exemple, tu Totalement. vois. Mais pas que. Gary Vee a été, je pense, il y a une super belle vidéo de Marketing Mania qui explique extrêmement bien comment la hype des NFT s'est créée aussi. Parce que le fait de venir et que, par exemple, moi j'ai 10 Bored Ape, j'en donne 5, mais je ne les donne pas à n'importe qui. Je les donne à des célébrités et à des personnes high level. En fait, même s'il m'en reste que 5, au final, les 5 que j'aurai, parce que je les ai donnés à quelqu'un d'autre, ça va créer beaucoup plus de valeur. Et mes 10 Bored Ape, on va dire chacun valait 50K. Au final, j'en ai donné, chacun de mes Bored Ape maintenant valent 500K. Donc x 10. Et même si j'ai donné, au final, j'ai beaucoup plus reçu. Et là, c'est la compréhension du marketing. Comment est-ce que le marketing fonctionne et comment est-ce qu'on fait, et c'est là qu'il y a une vraie notion de communauté. Comment est-ce qu'on gère les communautés? Qu'est-ce que le Web3 apporte sur cette notion de communauté? Ouais, complètement. Et là, je pense que là, pour le coup, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus, à mon sens en tout cas, pragmatique. Tu vois, on n'est pas sur cet aspect spéculation, comment on fait de l'argent, machin, basé sur du vent, sur du rien. Mais on parle de ça, mais je fais la parenthèse. Internet, à l'époque où il y a eu justement cette bulle Internet, où tu avais, je crois que c'était zoo.com, c'était quoi? C'était pet.com, pardon. Pet.com qui valait des milliards de dollars alors qu'il faisait pas beaucoup d'argent. Et en fait, ça a pété parce que c'était basé sur beaucoup de vent, beaucoup de potentiellement peut-être que on y blablabla. Ouais, non, en fait, les fondamentaux sont où? Il n'y en a pas. Et c'est aussi ce qui a fait que les NFT, ça a été ce que ça a été. Mais la réalité, c'est que pour revenir à ce que tu disais, moi, je pense que si on regarde d'un point de vue pragmatique, le Web3, les NFT notamment, c'est aussi ça qu'ils ont commencé à apporter. Et c'est pas pour rien. Je cite ce que tu disais, c'est-à-dire la création de communautés, la co-création. C'est bête, mais le liant, ça reste 7 à 7. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un bout d'IP, c'est un bout de la marque que tu détiens. Et ce bout de marque-là que tu détiens, en fait, ces marques-là vont te dire, mais viens avec nous, viens, tu fais partie de la communauté, ta voix compte, tu vas pouvoir co-créer avec nous des produits. C'est une nouvelle façon de faire du marketing. Là où aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, les coûts d'acquisition sont de plus en plus importants. Il y a un embouteillage quant à justement faire en sorte d'être le plus visible sur les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus dur, normal, il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas un business, ou en tout cas, il n'en reste plus beaucoup, qui ne sont pas dessus. Le boulanger du coin, il a sa page Facebook, il a son Instagram où il va mettre ses petits gâteaux, ses petits machins. Tout le monde y est. C'est difficile maintenant de faire sa place. Totalement. Aujourd'hui, je pense, et c'est vraiment pour ça que nous, on a créé Sandaga, que demain, il y aura une nouvelle façon de faire du marketing. Ça ne veut pas dire les réseaux sociaux vont disparaître, etc. Non, pas de problème. Les réseaux sociaux sont là. C'est pas parce que les réseaux sociaux sont arrivés qu'on a arrêté d'envoyer des mails marketing ou qu'on a arrêté de faire des pubs sur des sites. Non, on continue. C'est pas grave. Même papier, tu as toujours le truc Auchan qui mais c'est clair. qui est là dans ta boîte aux lettres, même si tu dis stop pub. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Mais le truc, il est là. C'est que ça va juste être une nouvelle façon de faire, mais une façon peut-être un peu plus, entre guillemets, dans l'air du temps. Ouais. Et où les marques vont pouvoir faire en sorte que, justement, il y ait un socle de ce que nous, on appelle, chez Sandaga, des super fans ou des true fans, tu vois, pour faire les Américains. Je fais pas beaucoup d'anglicisme, mais des fois je fais le canadien. Même moi, j'ai envie de me tabasser la gueule, dire mec, maintenant tu fermes ta gueule. T'arrêtes avec tes trucs, t'es pas américain, d'accord ? Arrête.
Mais le truc, c'est que. Ouais, et en fait. Alexandre Daga, c'est ce que vous voulez faire, créer donc les True Fans. Mais du coup, là, si on va prendre un use case. Ouais. On a un artiste qui est en train de se développer. Moi, c'est des sujets aussi sur lesquels j'ai bossé. Et moi, la première boîte que j'avais lancée, je l'avais cofondée avec un gars de mon école de commerce. Cool. Je l'avais rejoint sur le projet et après, on avait énormément changé. Je me suis rendu compte que la chose qui manquait dans cette boîte, c'est de la blockchain. Ouais. Je pense, là, maintenant, si j'ai le temps et l'envie, je pense que je me relancerai sur ça. Mais c'est sur cette notion de gérer les communautés d'un artiste. Et donc, là, on va dire, il y a un artiste qui est en train de monter. Comment est-ce qu'il peut utiliser la blockchain ? Exemple tout con. Côté vraiment NFT, voilà, c'est de dire, je te donne un exemple, ce gars-là, il veut engager davantage sa communauté. Donc, ce qu'il peut faire, c'est dire, ok, voilà, moi, je vais proposer. Alors, moi, je suis vraiment pro NFT gratuit. Okay. NFT gratuit dans le sens où tu vas ensuite incentiver les gens avec des accès spécifiques en fonction du niveau de leur NFT, donc liés directement à leur entre guillemets fidélité ou en tout cas engagement avec toi, tu vois. Okay. Plus que des NFT payants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et malheureusement, on est encore sur ce schéma de si tu fais un NFT payant, tu es dans le schéma d'avant. Donc les NFT de 2021, tu vois, où tu payais pour avoir accès aux NFT et ensuite t'attendais, il n'y avait pas grand chose. Et du coup, les gens maintenant sont habitués à dire ok, j'ai payé, maintenant c'est où mon truc là ? Qu'est-ce qui machin ? Tu vois, ils vont râler, machin, tout ça. Et tu restes aussi un peu dans ce carcan d'avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les NFT gratuits. Tu viens, tu prends ton NFT. Soit, pour moi, il y a 3 façons de faire. Soit tu as le NFT en distribution ouverte. Distribution ouverte, ça veut dire n'importe qui vient, il peut prendre son NFT. Distribution semi-ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens. Il y a une condition. Par exemple, tu me follow sur tel truc, tu as acheté un produit chez moi, tu as une condition. Quelle qu'elle soit, mais il y a une condition. Et fermé, tu as une liste de personnes que tu veux viser et il y a uniquement eux qui vont pouvoir obtenir ton asset. Par exemple, moi j'ai une liste de mails et je dis ok, en fait dedans il y a Samuel. Ok, Samuel, si tu viens, tu rentres ton adresse mail, je la vérifie, c'est bien toi, ok, tu peux obtenir l'asset digital. Bon, on parle de NFT, mais nous on aime bien, tu disais un Voldemort, voilà. Nous on parle pas beaucoup de NFT, on parle beaucoup d'assets digitaux. Totalement. Là, on parle d'NFT, on est entre nous, ça va. Ça va. C'est bon, on peut se lâcher, tu vois. J'arrête de faire le mec, les assets digitaux. Voilà. Non, là, c'est LFT, frère. NFT, voilà. Mais du coup, le truc, c'est que dans le cas de cet artiste, pour reprendre l'exemple, il pourrait très bien dire, ok les gars, voilà des NFT ouverts, donc chacun les prend. Mais par contre, lui, ensuite, il va mesurer l'engagement des différentes personnes dans sa communauté pour ensuite les récompenser de façon différente. Admettons, sur Twitter, tu peux voir ce qui se passe, tu peux mesurer ce qui se passe, like, commentaires, etc. Facebook, Instagram, Spotify. Est-ce que tu vas écouter, est-ce que tu streams véritablement ma musique ? YouTube aussi, est-ce que tu regardes mes vidéos, mes clips, etc. En fonction de tout ça, si tu fais par exemple partie du 1% des personnes qui streament ma musique sur Spotify, forcément, ton NFT, il faut que ça puisse se ressentir dessus. Tu vois ? Et moi, j'aime bien aussi ce délire de chacun a un asset, dans ce cas précis. C'est pas gold, silver, machin, truc. Non, c'est propre à toi. C'est-à-dire qu'en fait, en voyant le truc, il y a une couleur qui va ressortir, mais pas qu'une couleur, et des chiffres, des petits sigles, des petits machins. Et tout ça, si je le lis bien parce que j'ai les bons codes, ou alors c'est très simple, ou alors c'est juste écrit noir sur blanc, mais ça dépend aussi de la DA du gars. Je comprends que tu es un méga fan ou pas. Tu vois. Et en fonction de ça, déjà, il y a le show-off du coup. À noter, petite parenthèse, que pendant un temps, quand même, Instagram avait mis la possibilité de pouvoir justement show off ses assets digitaux, c'est NFT. Voilà, il y avait ça. C'est vraiment, pour moi, là, j'ai l'impression qu'ils ont rollback parce que. Ils ont testé, ils ont vu que ça, mais après, je pense. Mais oui, mais c'est surtout parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Et quand on parlera d'assets digitaux plutôt que de NFT, ils le remettront. Voilà, exactement, déjà. Mais non, mais je pense qu'il y a aussi un peu ce FUD autour des NFT qui a fait que hop, on roll back, non, on n'a rien vu. Et surtout après, tout ce qui leur est tombé sur la gueule, notamment à Mark Zuckerberg, sur le côté, t'es allé à fond dans la blockchain, dans le métaverse et tout. Mec, c'est rien pour l'instant, donc en fait, tu nous fais peur là. Et donc après, il a dit, non, ne vous inquiétez pas, l'IA, on est à fond, l'IA, allez, on y va. LLM, Lama, je sais pas quoi, machin, allez, on y va. Bon, mais il a raison, je veux dire, qui peut jeter la pierre ? Moi, j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Et du coup, là tu étais en train d'expliquer sur les NFT. L'artiste, ça le permet d'avoir une couleur, de voir que son fan... En fait, ça permet vraiment de hiérarchiser les fans.
ou de... Le mot est chiant, c'est vrai, mais c'est ça, t'as raison. Ok. T'as raison. C'est ça. Mais, non, mais dit comme ça, t'as envie de Non, dire, mais totalement. mais t'as raison, c'est un Oui, peu ça. mais moi, je le vois souvent parce que si on parle, là, on va parler vraiment marketing pur, en termes de marketing, en règle générale, ce que veulent les gens, c'est faire partie d'une tribu. Les communautés, c'est ça. Ouais. C'est, tu supportes Marseille, tu as les couleurs de Marseille, tu as la manière de parler, tu as toutes ces choses-là, et en fait, tu vas manifester ton appartenance à cette tribu-là Je suis d'accord. par le fait de détenir des assets, qu'on appelle ça, des signes extérieurs de cette tribu. Ouais. Avant, par exemple, le merch, lorsqu'il y avait le merch d'un concert, l'objectif du merch d'un concert, c'était quoi? C'était lorsque je viens à ce concert, et vu que le merch n'est vendu qu'à ce concert, lorsque je porte le merch de ce concert en dehors, les gens qui font partie de cette tribu vont le voir et vont se dire « Ah oui, lui c'est un vrai, il était au concert ». Ou ceux qui étaient au concert et qui ont vu ce merch et qui l'a peut-être chez lui, il va tout de suite pouvoir s'engager avec la personne en disant « Hey, toi t'es un vrai, tu fais partie de la même communauté que moi, j'ai le même t-shirt que toi ». Donc c'est des éléments qui permettent de se reconnaître. Et après, il y a cette notion de, dans la communauté, on l'a toujours vu, c'est quand tu as un artiste que tu aimes bien, je suis prêt à parier, allez, 90% des personnes sur cette terre, ouais, lui, je l'ai connu, il n'y avait personne qui le connaissait. Maintenant, dès qu'il devient mainstream, la personne perd de l'intérêt parce que quand il ne l'était pas, en fait, cet artiste lui apportait aussi un aspect social, une place dans la hiérarchie sociale qui était, quand je le fais découvrir à quelqu'un, c'est moi qui t'ai fait découvrir cette personne. Et donc, il y a cette notion aussi de, il m'appartient un peu et il me donne une place. Complètement. Et il me donne aussi l'identité que je veux, que moi, je suis un digger, que moi, je suis une personne qui va et qui prend le temps, qui est à contre-courant. Ouais. Donc, il y a cette notion d'identité. Et dès que maintenant, il devient mainstream, maintenant, les gens, en fait, se disent, ouais, mais en fait, il appartient à tout le monde. Comment faire, du coup, pour garder l'artiste, pour garder une partie de cet artiste et cette connexion avec cet artiste, c'est le fait de se dire, ok, moi, j'ai ces tokens-là que tu ne pourrais pas avoir parce que j'ai fait partie des 100 premiers. Sur le Domino Podcast, j'espère qu'il y aura des millions. Peut-être que je sortirai un truc comme ça où les personnes qui là me suivent sont mes premiers 1000 fans hardcore, pourront dire plus tard, ouais, mais moi je suivais Domino Podcast, mais il n'y avait rien. Alors, c'était pourri au début. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent. Complètement. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est exactement de ça. Écoute-moi, c'est intéressant parce que quand on cherchait ça, moi je tombais sur un commentaire dans une vidéo de McFly et Carlito. Mais je te parle de ça il y a un an, plus d'un an même. C'était un gars qui disait moi je les connaissais quand ils avaient 10K de followers, enfin d'abonnés sur YouTube. Maintenant les vidéos c'est plus comme avant. De toute façon, nanana. Le mec, le pauvre, tu sentais que en fait c'était pas un rageux, mais là il était rageux dans le sens où putain mec, j'étais là avant les 10K, j'avais envie que tout le monde le sache quoi. Ne me traitez pas comme un mec normal. J'étais là avant les 10K, les gars, merde. Et en fait, McFly et Carlito, aujourd'hui, il pourrait très bien dire non mais mec, on le sait que t'es dans les 10K. Et puis surtout, ça pourrait se voir sur YouTube. Non, c'est bon mec, t'avais l'asset, c'est bon, tu l'as. Et ça, c'est un vrai truc très 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 important. Le sentiment d'appartenance. Regarde, je fais partie de cette communauté. Et surtout, comme tu disais toi aussi, cette forme de hiérarchie aussi dans la communauté. J'étais là avant les gars, regardez, moi j'avais ça. Et donc l'image que ça va donner de moi auprès des autres. Et derrière, tu rajoutes à ça le show-off sur un réseau social comme Instagram, où tout le monde va pouvoir voir que attends mais mec, mais toi tu faisais partie des premiers à suivre McFly et Carlito. Waouh, putain, mais t'es chaud, toi t'avais saisi le truc et tout, trop cool. Ouais, mais ouais, je suis un mec. Et même tu vas être un peu, ça va même mettre un truc de leader d'influence parce que, ok, j'ai vu McFly et Carlito, j'ai aussi fait partie des premiers avec Squeezie, j'ai aussi fait partie des premiers avec, je sais pas qui sont les autres. Ouais, mais j'ai fait partie des premiers. Et au bout d'un moment, on va dire, ok, ça fait 5 premiers. Donc lui, s'il va voir un artiste, en général, c'est que cet artiste-là, et donc ça te met aussi une autre identité, ça te crédibilise, ça te crée une identité. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser, parce qu'il y a aussi les puristes, oui, mais vous poussez le plus mauvais de l'être humain, le côté un peu greedy, le côté on veut faire les choses pour que les gens le voient et on ne le fait plus vraiment pour nous. Réponse très simple à ces gens-là. Déjà, calme-toi. Je vais te niquer. Non, je déconne. Non, mais calme-toi et surtout, repense à ce qu'est l'être humain. Ouais. C'est ça que j'aimerais dire à cette personne. En fait, s'il pense comme ça, c'est qu'il n'a pas compris comment fonctionnaient les êtres humains. En fait, les êtres humains, on a une base. Notre ADN est plutôt similaire. Après, effectivement, il y a des différences, mais
on est pareil sur ces aspects-là. Il y a des instincts sur lesquels on va être les mêmes. Et ça en fait clairement partie. C'est-à-dire que là, on a besoin, c'est comme ça depuis toujours, on a besoin de montrer aux autres. Et toi, rageux ou pas, si tu es rageux, c'est parce que tu as envie de montrer aux autres que en fait toi tu es rageux, que tu vas à contre-courant. Tu veux aussi montrer quelque chose. Et c'est bien là la preuve que tu es en train de prouver que ce que tu dis, en fait c'est faux. Donc c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Donc bien sûr qu'on veut prouver, évidemment qu'on veut prouver. T'as un pull Nike, pourquoi t'as pas pris un pull Pull&Bear qui coûtait 30% moins cher? Non, mec, moi je suis Nike. Moi j'ai des chaussures, machin, c'est comme ça. Et on va avoir honte? Bah non. Normal. Je suis comme. Et puis après, effectivement, tu as des gens, tu vois bien, ils s'habillent, ils en ont rien à carrer. Génial. Et moi je trouve ça super. Mais voilà, à un moment donné, il y a des gens qui veulent montrer, ça fait partie de l'instinct. Mais ce gars-là, il va peut-être le montrer ailleurs, sur des jeux vidéo, sur autre chose. Mais ça, je trouve, c'est aussi un message que les gens veulent envoyer. En règle générale, le fait de s'habiller un peu sans forcément porter de marque. Parce que là, effectivement, moi, j'ai quelques marques que j'aime beaucoup, mais après, tout le reste, Uniqlo, pas de marque ou quoi que ce soit. Un peu comme ça aussi, tu vois. Et au final, c'est aussi une manière de montrer que, je suis pas comme les autres. Donc, au final, c'est aussi une manière d'affirmer ton identité. C'est ça. Celui qui dit que les autres sont comme ça et qui dit, vous êtes comme ça, vous êtes comme... oui, mais en fait... tu veux justement ne pas être comme ça, donc toi aussi tu veux te différencier et tu vas avoir ton identité propre. C'est humain, c'est comme ça, on ne va pas se flageller. Très bien. Sur le futur du marketing, du coup, là on a vu qu'aujourd'hui on a des outils, du coup, mais comment ces outils vraiment vont fit dans le monde de demain? Moi j'ai une petite analyse et après tu me dis, tu as le droit de me contredire et autres. C'est cette notion, déjà là on vit dans des bulles de communauté. La communauté woke en général suit des personnes woke, des pages woke, des choses qui vont en fait rester dans son mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train, avec le Web3, est-ce qu'on arrivera à faire interagir les communautés ou est-ce qu'on va juste faire en sorte que ces communautés-là se retrouvent entre elles, restent encore plus entre elles, sont encore plus soudées entre elles? Où est-ce qu'on va? Non, mais c'est une bonne analyse. Franchement, là-dessus, encore une fois, je pourrais pas te dire. Franchement, j'ai pas d'opinion. Franchement, je sais pas. Et j'aime pas trop parler des choses quand je sais pas. Donc, franchement, je sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as raison. En fait, les réseaux sociaux sont faits ainsi, l'algorithme, tu vois. C'est simple. Moi, je vois bien que les sujets que je kiffe, en fait, quand je vais dans mon feed, il n'y a que ça. Tu vois, c'est très simple. Donc, effectivement, on reste dans ce carcan de... Bon. Mais derrière, est-ce que justement cette technologie-là va aider ou pas à s'ouvrir ou pas? Je ne sais pas. Après, on peut imaginer tellement de choses, tu vois, notamment ce que je trouve génial avec les NFT, c'est notamment cette notion d'interopérabilité et le fait de dire, en fait, mon asset digital, il peut très facilement, de telle marque, il peut très facilement être utilisé dans telle autre marque ou de telle communauté dans telle autre communauté. Pourquoi? Parce que en fait, on partage la même base de données, alors qu'aujourd'hui dans le Web 2, en fait, tu as une base de données par site internet, tu vois. C'est-à-dire que même nous, par exemple, tu vois, dans le cadre de certaines boîtes qu'on a créées, on avait un même site internet, mais dedans il y avait des sous-domaines. Et en fait, ces deux sous-domaines avaient deux bases de données différentes. Donc même entre nous, pour faire communiquer ces deux sites ces deux bases de données qui étaient pour autant un seul et même site qui était à nous, c'était la merde, tu vois. Mais et du coup, moi, ça me fait penser au RGPD. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça ne l'est pas par rapport à la loi RGPD? Ouais, alors pour moi, ça l'est. En tout cas en l'état, bon, après toujours pareil, il y aura peut-être des mises à jour, etc. Ça l'est très clairement même en l'état. Je pense que vraiment il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. À quelques trucs près, je ne suis pas un professionnel encore une fois, donc je m'exprime encore une fois de ce que je sais. Tu vois, d'ailleurs je ne m'exprimais pas sur ce que je ne savais pas, mais je l'ai fait. Donc, le mec s'est contredit en 5 minutes. Mais en tout cas, de ce que j'en sais et de ce que j'ai pu en lire, parce que c'est un truc malgré tout que j'ai été obligé d'explorer quant à savoir, attends, je vends quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois. De ce que j'ai pu en lire, effectivement, c'était pas le cas. Maintenant, on peut imaginer aussi demain que ça soit mis à jour et que ça soit plus forcément perçu de la même façon, tu vois. Moi, alors, je vais aussi répondre à ma propre question. Moi, je pense que ça l'est parce que on va avoir la possibilité de choisir nous-mêmes c'est ça. le fait de pouvoir faire interagir les deux. C'est-à-dire, si je veux faire interagir mon jeu Call of avec un designer et le fait d'avoir mon token de ce designer et mon token du jeu Call of qui fait que c'est à moi de choisir si je fais le lien entre les deux, alors que plutôt se dire ceux qui font, donc ils ont fait une collab, on va dire collab
Call of Duty avec LVMH. Comme ça, on va bien loin. C'est deux mondes qui sont totalement différents, mais disons que cette collab, elle arrive. D'ordinaire, c'est plus, voilà, les fans de LVMH, comment est-ce qu'on fait pour les avoir et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les fans de LVMH et de Call of, ils se retrouvent. Est-ce que c'est vraiment les mêmes en général ou pas? Alors que là, vu que ça va être de mon fait, c'est moi qui pourra choisir, ok, j'ai un token LVMH, j'ai un NFT LVMH, j'ai un NFT Call of Duty. Je peux faire interagir ces deux mondes si moi je le souhaite. Mais si je ne le souhaite pas, en fait, je peux juste être l'un ou l'autre sans pour autant les faire interagir. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'on a encore... Est-ce que ces outils-là existent aujourd'hui ou là, on est encore dans la possibilité du futur? Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu entends par ces outils-là? Ces outils qui nous permettront, nous, d'avoir le choix de faire interagir nos différents assets. Est-ce que même de nous-mêmes gérer vraiment nos assets? Parce qu'aujourd'hui, on a un wallet. Mais est-ce qu'on a vraiment une manière de les gérer, les assets qu'on a dessus? En soi, pour moi, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux te connecter à un site. Le site va te dire, écoute, est-ce que tu veux te connecter avec ton wallet? C'est oui ou c'est non? Si oui, du coup, je vais pouvoir savoir je vais pouvoir avoir accès aux différents wallets qui sont présents, aux différents assets qui sont présents dans ton wallet. Et donc, moi, je pense que du coup, là, si tu veux, la propriété et puis même le fait que ce soit toi qui choisisses, c'est ça qui fait que tu dis, ok, il peut voir ou pas. Donc c'est à toi de dire, ok, je valide, je signe le contrat qui dit que oui, vas-y, tu peux aller regarder ce qu'il y a dans mon wallet, tu vois. Oui, mais je me fais souvent l'avocat du diable. Hein. Il faut. Mais ok, en règle générale, on va dire, ouais, on a le choix. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément le choix. Parce que, et ça c'est l'un des points que je dis souvent, l'être humain réagit plus qu'il n'agit. Là, tu me parles de j'ai le choix d'agir et de choisir est-ce que je le fais ou pas. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on connectait tous nos comptes avec notre compte Facebook, on ne choisissait pas forcément. On réagissait parce qu'on avait une option beaucoup plus facile. Et donc, on le faisait. Mais sauf que si maintenant, Facebook disait « je bloque cet accès », on n'y avait plus forcément accès. Donc, on nous simplifiait la vie, mais de l'autre côté, on perdait aussi quelque chose. Est-ce que demain, on pourra avoir accès à ces services si on ne connecte pas notre wallet? Donc, au final, on va réagir. On ne sera pas forcément... on n'aura pas le choix. Tu as raison, mais le truc là, c'est que tu vas davantage, je pense, maîtriser tes données. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu as 10 assets dans ton wallet, il y en a un qui te permet de faire la collab dont tu parlais, parce que c'est un asset Call of Duty qui te permet de faire la collab avec LVMH, par exemple, tu vois. Tu peux très bien, toi, dire, ok, cet asset-là, je le sors, je le mets dans un autre wallet, et c'est avec ce wallet que je vais aller me connecter sur le site LVMH pour prouver que j'ai bien joué au jeu Call of Duty et obtenir, je sais pas, le sac ou acheter le truc ou le machin, ou faire la collab, peu importe. Mais là où aujourd'hui, tu ne les maîtrises pas du tout, tes données. Tu ne sais pas où elles sont, c'est très compliqué. Moi aujourd'hui, je serais complètement incapable de dire attends, ces cookies là, je les mets dans un autre truc. Alors que là, c'est beaucoup plus clair. Là, mes assets, c'est ça, tu vas pouvoir voir ça. Ok. Mais derrière, je vais pouvoir me créer, si je veux, 15 wallets avec 15 identités différentes, ou en tout cas 15 façons différentes d'interagir avec différents sites, etc. Et ce, de façon très simple. Et encore une fois, c'est moi qui gère. Okay. C'est moi qui suis le boss de tout ce qui se passe. Ouais, moi, je vois grave une idée business derrière de manière de créer un wallet, ces wallets qui veulent interagir, parce que la réalité, ça, c'est une belle utopie. Parce que c'est déjà les gens ont la flemme de retenir un mot de passe de plus de 10 caractères. Là, tu vas leur dire de retenir des phrases, des wallets et d'en faire 10. Et ça, sachant que déjà un wallet, c'est pas user experience très friendly. Mais tout ça va évoluer. Je te rejoins complètement. Je pense que demain, il n'y aura plus de site fraise, ce sera autre chose. Ouais. Il n'y aura plus de wallet comme on l'entend aujourd'hui, ce sera complètement différent. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a vu, je pense, aussi les limites de tout ce qui s'est passé dans le bull run précédent. C'est qu'en fait, à un moment donné, on ne pouvait plus acquérir de nouveaux utilisateurs parce qu'en fait, il y avait cette barrière technologique, cette barrière de « mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Tu sais que moi, au début, quand j'y étais, je me disais « mais est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ça ?» C'est pas possible, ça peut pas être ça. La seed phrase, le machin, là, je paye des gas fees, qu'est-ce que c'est? Tu prends un NFT, premier NFT, j'ai payé $600 de gas fees. Je crois, ouais. Je crois. Il devait être bien cher ton NFT. Ouais. Tu l'as payé plus cher au final, les gas fees, que le NFT en lui-même ou c'est quoi? Non, c'était un des premiers, c'était un VeeFriends. Ok. Qui coûtait $4000, l'équivalent de $4000, donc c'était un Ether de l'époque. Attends, mais je te dis pas de conneries là? Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est $600. Et pareil, quand je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que... Là, tu étais vraiment au haut de
Ouais, bah, Donc, t'es à le pic du cash bull à run, là. 4000 $. C'était en mai, je crois, qu'ils sont sortis, mai 2021. Ah ouais. Mai 2021, je crois. Ouais. Ouais, Après, mai, c'était 2020. C'est pas 2022 le pic du bull run NFT? Il me semble que c'était 2022. Des Non. NFT, je crois que c'était janvier 2022, Ok, d'accord. le top, ouais, Ok, je ok. crois. En tout cas sur les marketplaces. Ok. Je crois, ouais. Mais par contre, effectivement, ouais. Donc, enfin bref, pour te dire, même moi, putain, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je clique ou pas là? J'ai 600 $, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je me fais avoir? Est-ce que c'est le truc normal? Tu vois? Donc, pas bien pensé, évidemment. Mais je pense que demain, ça le sera davantage. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil, bien sûr. Il y en a qui choisiront la facilité. Mais en revanche, l'option est là et elle est plus accessible que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ouais. Tu vois? Donc évidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire non, c'est bon, clique, je suis partout. Oui, mais mec, là après, désolé, à un moment donné, c'est à toi aussi de faire les choses dans l'ordre. Et t'en penses quoi aujourd'hui? Alors, les NFT ont été vraiment une porte par laquelle beaucoup de gens sont rentrés Ouais. en termes d'adoption blockchain. Ouais. C'est quoi l'avenir de l'adoption de la blockchain? Qu'est-ce qui va faire que la blockchain va être adoptée? Alors après, je prêche pour ma paroisse, mais c'est véritablement ce en quoi je crois. Pour moi, c'est vraiment les NFT. C'est-à-dire que il y a un côté finance, effectivement, avec les tokens fongibles. Donc clairement, voilà. Là, c'est ce qui défire la chronique avec les ETF Bitcoin. Exactement, ouais. voilà. Et notamment tout ce qui se passe, par exemple, moi je pense à l'Afrique. L'Afrique, clairement, ils sont passés de j'ai de l'argent sous le lit, et c'est toutes mes économies. C'est ma banque, c'est moi. Hop, là il y avait la banque, j'y vais pas, parce qu'en fait j'ai pas le droit, je peux pas compliquer les frais, machin. Ok, vous voulez pas de nous, pas de problème. Manque de confiance. Manque de confiance, puis enfin bref. On passe à l'étape d'après. L'étape d'après pour moi c'est, aujourd'hui on le voit, avec les cartes prépayées. Ouais, tu vois, le mobile banking. Voilà, mobile money, ok, Mobile money, pam pam, ok, je te fais un USSD, ok, tiens voilà, je t'ai envoyé $1, un machin, un truc, ok. Mais surtout après la crypto. Et moi je pense que ça va vraiment passer par ça. Pour le côté, on va dire, blockchain et token. Mais pour moi, c'est vraiment les NFT, quand je dis que je prêche ma paroisse, dans le sens de tout ce qu'aujourd'hui on a et qui se doit d'être vérifié, tu vois, prouvé, montré dans le monde digital. Pour moi, ça va finir par passer par justement une NFTisation de ces documents-là. Tu disais tout à l'heure passeport, on peut parler de carte d'identité, etc. Bon, on voit que là, il y a pas mal de choses qui se passent avec la carte d'identité, mais pas blockchain, mais quand même, je trouve déjà la démarche intéressante de par l'État français. Mais je pense plein d'autres choses, des actes en tout genre. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des salariés qui peuvent prouver qu'effectivement ils sont dans une boîte. Mais le but aussi de cette verticale sur laquelle on s'est posé beaucoup de questions, c'est aussi le côté diplôme, tu vois. Dire, ok, en fait, maintenant une école, elle peut te fournir ton diplôme, papier, voilà, ok, tu peux le mettre chez toi. Mais toujours pareil, maintenant tu peux le prouver à tout le monde. Et c'est toujours cette distanciation entre, tu as quelque chose en physique chez toi, tu as une montre, tu as quoi que ce soit, mais tu vas pouvoir aussi maintenant le prouver à tout le monde que tu le détiens. Et ça, c'est autre chose. Tu vas toucher beaucoup plus de monde et on en revient toujours pareil à ce truc d'instinct animal de, hey, t'as vu, moi j'ai la montre. Hein. Ouais. Ok. Et donc, l'avenir du marketing, il passera potentiellement par le Web3. Parce qu'aujourd'hui, on voit les marques se tournent énormément vers le Web3. Presque toutes les marques commencent à faire des... Lacoste l'a très bien fait. Il y a plein de marques qui commencent réellement, LVMH, plein de choses qui sont réellement impliquées dans comment est-ce qu'on gère nos communautés dans le Web3. Nike, ouais. Pour moi, ils sont à la pointe. Ils ont fait quoi sur quelle partie à part le truc qu'ils avaient acheté pour les sneakers, c'était... RTFKT ouais, RTFKT, Artefact, ouais, ça ce que je cherchais. Avec les Colonix, etc. Ouais. Donc il y avait ça déjà. Ouais. Mais là, si tu veux, ils ont lancé Dot Swoosh depuis plusieurs mois maintenant. Hyper intéressant, hyper smart, hyper malin. C'est là que tu vois aussi qu'ils ont toujours un temps d'avance. Parce que tous l'ont fait. Puma, Adidas, toutes les grandes marques de sportswear, tous, ils ont sorti leur collection NFT. Eux, ils n'ont pas sorti de collection NFT. Ils ont racheté Artefact. Mais par contre, quand ils ont sorti une collection NFT, c'était pas à des prix exorbitants, c'était $20 le NFT. C'était il y a quelques mois. Ils ont attendu et ils ont fait vraiment un truc carré, vraiment très propre. Et c'est Dot Swoosh. Et Dot Swoosh, en fait, pour la faire très, très clair, et pour moi, c'est ça l'avenir des marques, ça aide à plusieurs choses, notamment création de communauté, true fans, vraiment les fameux 1000 true fans. Voilà, tu vois, là, j'ai envie de mettre un coup de poing, faire l'anglais comme ça. Mais c'est comme ça. Et tu as aussi sentiment d'appartenance. Ouais. Les gars, regardez, je suis chez Nike, j'ai mon truc machin, sentiment d'appartenance. Et co-création. Dans le sens où, là, par exemple, ils te permettent de co-créer des paires de sneakers. Et là, il y a la première qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, qui s'appelle This is not a JPEG. Enfin bref, les initiales de This is not a JPEG. Et TNG ou je sais pas quoi là. Et c'est une Air Force spéciale. Il y a écrit dessus This is not a JPEG, propre à ceux qui avaient le Dot Swoosh.
Tu vois, ça commence à aller vers quelque chose de relativement intéressant. Mais après, tu peux imaginer beaucoup plus. Lacoste, ce qu'ils ont fait, qui était hyper intéressant, c'est que tu avais l'asset Lacoste, tu l'as sur ton téléphone. D'ailleurs, nous, on fait ça, hein, avec Sandaga, je fais un peu de pub, mais... Vas-y, tu as le droit. Non, mais c'est pas... Voilà, mais en gros, tu as ton asset sur ton téléphone, tu sais, sur le wallet, mais le wallet iPhone. Tu vois, le wallet sur lequel tu mets tes places, ta carte bleue, tes places moi, je mets mes places de TGV dessus, enfin, tu vois, ce truc-là. Avec ça, tu allais en tout cas au Lacoste flagship des Champs-Élysées, tu montrais ton truc et tu avais accès à une collection de chemises en série limitée, uniquement disponible si tu avais l'asset. Donc tu montrais ça au gars dans le magasin et tu disais ok, vas-y, prends là, tu peux payer. Tu vois, donc il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Il y a des vraies activations et je pense qu'on va y arriver. Et comme on dit, ça va être plutôt sur cette notion d'actifs digitaux. Moi, je crois vraiment que l'avenir du marketing est réellement sur la compréhension de la communauté, sur le targeting principalement d'une communauté. Et la réalité, quand tu connais vraiment le marketing, c'est que tu fais semblant de donner le choix aux gens. Et la blockchain, moi, je pense vraiment que c'est un outil qui donne le choix aux gens. Mais comment est utilisé aujourd'hui dans le marketing et comment je le vois être utilisé dans le marketing, ça va être un outil qui va être en mode, on vous donne le choix, mais à la fin, en fait, on met tellement de choses en place pour que les gens réagissent et font quand même l'action plutôt que après ceux qui ne font pas l'action. Au final, c'est un choix et ils vont aussi montrer une partie de leur personnalité et on aura en fait beaucoup plus de data. Donc, il y a quand même cet aspect que je vois du monde de la blockchain. Là, on se dirige un peu vers la fin. C'était vraiment kiffant. Aujourd'hui, quels sont toi les points sur lesquels on va prendre use case encore, c'est quel est dans la boîte que vous accompagnez le use case parfait, votre client parfait pour que vous puissiez l'accompagner et comment est-ce que vous l'accompagnez? Je te donne un exemple, c'est pas le client parfait parce que nous il y a plein de typologies différentes, mais je te donne un exemple qui parle à tout le monde. Tu as Avatar. Tu vois, Avatar 2 qui sort au cinéma. J'en parlais notamment avec Noël et c'est fou parce qu'on est arrivé à la même conclusion. Enfin bref, sans pour autant s'être parlé, donc c'était vraiment intéressant. Tu vas voir Avatar 2. En fait, le truc, c'est que Avatar 2, si tu allais voir le 1, personne ne le sait. En tout cas, pas le producteur. Il ne peut pas te relancer que à toi. Et donc, du coup, le marketing coûte très, 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 très cher parce qu'il n'a pas d'infos sur toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout sur les produits intermédiaires. Donc, tu peux aller à Carrefour. Tous les produits que tu trouves chez Carrefour, c'est des produits intermédiaires. La marque a très peu d'infos sur toi. Et là, dans les cinémas, c'est pareil. Les films sont intermédiaires. C'est le cinéma qui te propose le film de James Cameron. James Cameron, c'est pas lui qui tourne le truc derrière. Enfin, d'ailleurs, on fait même pas ça. Pourquoi je fais ça? Le mec est encore en Moyen-Âge, le mec. Mais c'est pas lui qui est derrière, tu sais, le projecteur. Il est pas là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que imagine, tu vas voir Avatar 2, le film t'as adoré, ça t'a parlé. Avatar 2, je sais pas si t'as le voir, mais en gros, c'est une planète, il se passe des choses. Ça te fait réfléchir aussi à ce qui se passe aussi sur Terre, comment est-ce qu'on traite la Terre, etc. Enfin, c'est après tu veux voir cet aspect-là aussi, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis c'est vrai que tu arrives quand même à la fin avec un sentiment de putain, mais c'est cool si on fait pas de la merde non plus, soyons un peu conscients de ce qu'on fait sur Terre, quoi. Les gars, réveillons-nous. Et moi ce que je me dis c'est, imagine à la fin t'as vécu un super moment, c'était trop cool. T'es au pic du truc, le film vient de se terminer, c'est trop cool, c'est fou, c'était exactement ce que me disait Nono aussi. Et là, à ce moment-là, t'as un QR code qui apparaît, et tu peux, si tu veux, en scannant le QR code, obtenir un asset digital exclusif aux personnes qui sont allées voir le film, qui prouve déjà dans un premier temps que tu es allé voir le film. Donc là, par exemple, dans le cadre d'Avatar, ça peut être un avatar soit généré aléatoirement, soit tout le monde a le même, tu vois. Donc tu as cet avatar-là, il t'appartient, donc avec évidemment un process ultra simple. Tu mets ton adresse mail, tu as l'avatar. Point barre, ça t'a rien coûté, c'est gratuit, tu vois, c'est pour toi. Par contre, pour l'avoir, tu as dû mettre ton nom, ton prénom, ton adresse mail par exemple. Donc lui, James Cameron, il sait que Samuel, il a ton adresse mail, ensuite il peut te retargeter, il peut t'envoyer des choses. Et à partir de là, entre Avatar 2 et Avatar 3, tu peux imaginer déjà qu'à la fin d'Avatar 2, 2 mois après, par exemple, ils te disent, regarde, accède. En fait, ton NFT, c'est une clé. Tu peux accéder maintenant au making-of du film. Par exemple. Mais tout au long aussi, après de la sortie, pendant la création et jusqu'à la sortie d'Avatar 3, il peut t'incentiver, te dire mais attends, écoute, regarde, viens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu ferais de cette histoire-là? Est-ce que tu penses que ça, il faut qu'on l'appelle comme ci ou comme ça? Tu vois, il va pas te donner toute l'intrigue, mais il peut t'insérer dedans, ce qui va te créer ce sentiment d'appartenance. Créer l'expérience. Mais c'est toute une expérience. Ce que je disais tout le temps, c'est comment tu crées l'expérience, comment tu fais en sorte que en fait, ce moment n'est jamais fini. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Et nous, c'est ça ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on dit notamment quand on va voir des prospects, c'est prolonger l'expérience. Tu as vendu un produit, c'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle expérience. Parce que là, le gars, maintenant, tu as ses infos, tu peux lui proposer quelque chose de nouveau. Là, le film est fini, ça n'est pas la fin du film.
c'est le début d'une nouvelle expérience. J'ai l'impression d'être vraiment le loup de Wall Street qui essaie de vendre un truc, c'est un enfer. On dirait un enculé qui essaie de vendre un truc, c'est horrible. Mais c'est vrai, en fait, je le pense vraiment. C'est le début d'autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est ça que nous on veut proposer. C'est voilà, ça se termine pas quand le film se termine, ça se termine pas quand tu achètes un produit. Il y a toute une nouvelle expérience qui peut se mettre en place. Ok, formidable. On arrive sur la fin. Du coup, est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as un conseil à donner? Tu as un anglicisme à nous c'est plutôt ça, ouais. à nous sortir. Ta carte blanche. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Moi aussi, c'est très cool. Et en plus, je sais pas si voilà, mais j'ai eu ma boisson préférée, Volvic fraise. Bah là, j'ai eu, bon, je l'ai siphonné. Mais j'ai eu mes pommes préférées, Pink Lady. Bon, j'en ai mangé une déjà. Mais donc voilà, donc merci pour l'accueil génial. Les gens commencent à s'en rendre compte. C'est mon petit truc. Donc tous ceux qui sont invités, vous savez que vous aurez votre boisson préférée, votre snack préféré. Donc vous comprendrez pourquoi je vous pose la question dans le petit questionnaire. Exact. Mais au-delà de ça, franchement, non. Conseil, non, parce qu'encore une fois, moi, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de conseils à donner parce que j'ai 30 piges et je suis personne. Donc, je ferme bien ma gueule et j'essaie d'apprendre des choses surtout. Ouais. Mais sinon, non. Bah, écoute, non. C'est juste, que si les gens qui ont écouté ça, ça les fait kiffer, tant mieux. C'est trop cool. Vivons heureux, amusons-nous, kiffons nos lives. C'est ça le conseil que je pourrais donner. C'est pas un conseil, mais c'est juste essayons de faire des choses qu'on aime, kiffons la vie, quoi. Merde, arrêtons de se créer des problèmes à la con. Soyons positifs. Alors pareil, c'est facile à dire, mais voyons la vie du bon côté, quoi. J'ai l'impression que c'est une pub pour Ricoré, c'est un enfer, mais c'est tellement vrai. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, et donc du coup, vous avez entendu, moi je dis en général, lançons l'effet domino, c'est ça, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.